Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, deuxième personne à se prêter au jeu dans la campagne électorale, j'allais dire américaine, canadienne quand même, euh, avec Pierre Paulus du Parti conservateur du Canada. Donc, on a une belle entrevue avec vous. Ça devrait durer à peu près 1 heure pour voir les politiques publiques qui vous seront proposées dans cette campagne électorale-là. Merci beaucoup, Pierre Paulus, d'être là avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes le lieutenant politique de Pierre Poilievre pour le Québec. C'est comme ça, je pense qu'on peut Oui, absolument. vous présenter. C'est pas mal vous qu'on voit, là, je dirais, dans les médias pour représenter le Parti conservateur. Quand il y a des interventions à faire. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre les grandes lignes de ce qui a été annoncé jusqu'à présent pour le programme. Je sais qu'il y aura d'autres annonces qui vont être faites. Peut-être en commençant à nous expliquer un peu c'est quoi votre logique dans ces annonces-là, dans le fond. Est-ce que c'est le but, c'est de faire comme une annonce par jour ou une annonce par 2, 3 jours? Tu sais, j'essaie de suivre un peu votre logique, mais on viendra dans les détails après, là, mais je pense qu'il y a comme une idée derrière ça, là, de bon, on va à un endroit, on fait une annonce, donc peut-être un peu nous expliquer comment vous voyez les choses là, par rapport à votre plateforme, votre programme. Là. Excellent. Merci. Premièrement, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. La façon de faire, écoutez, il y a différentes façons de faire une campagne électorale. Soit qu'on dépose un programme, là, tout le monde peut le consulter, puis après ça, on passe des journées à expliquer une annonce par jour, ou de le faire comme l'on fait là. Nous, on a choisi, notre chef Pierre, avec l'équipe, a choisi de faire une annonce par jour. Mais là, ce qui est important de regarder aussi, c'est quoi qu'on fait comme annonce versus les problématiques qu'on vit aujourd'hui. On a 2 problèmes. Un, le Canada qu'on a connu dans les 10 dernières années avec l'administration libérale avec Trudeau, puis qu'on dirait qu'il y a eu un reset qui s'est fait à un moment donné en janvier, que tout le monde a oublié qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans, mais il reste qu'il y a d'énormes problèmes économiques, la dette du pays qui a doublé, juste les intérêts sur la dette sont de 54 milliards par année, des déficits astronomiques, une gestion du gaspillage. Moi, c'est une affaire qui m'a fasciné là, depuis 10 ans que je suis député dans l'opposition. J'étais sur les comités de défense, sécurité publique, sur l'approvisionnement. Le gaspillage de fonds publics qui se passe à Ottawa, c'est dégueulasse. Fait que ça, c'est une chose. Ça, c'est ce qu'on a à gérer aussi de comment on doit reprendre le contrôle de notre pays à ce niveau-là. Et là, l'arrivée de Donald Trump, qui évidemment a brassé, a fait monter le niveau d'anxiété des Canadiens, des Québécois à côté. Fait que là, c'est comme s'il n'y avait plus rien qui avait existé avant, que là, on est focusé sur Donald Trump, puis les gens ne savent plus où se positionner politiquement. Fait que ça, c'est le gros défi de la campagne actuelle. C'est comment arriver à dire notre pays, de la façon dont on l'a géré, comment qu'on doit gérer nos finances publiques, les annonces qu'on fait dans ce sens-là, c'est une chose. Puis après ça, en même temps, d'être capable d'avoir des mesures économiques qui vont faire face à Donald Trump, à ses menaces, si les menaces finissent par se mettre en exécution comme il le souhaite. Mm. Donc, c'est tout ça qui est difficile. Puis nous, là, on se fait blâmer un petit peu actuellement. Bon, ben là, vous êtes pas assez contre Trump. Mais ouais, c'est parce qu'à un moment donné, Trump, c'est une chose, mais comme je viens de dire, le reste des 10 ans, il y a des choses à faire pour reprendre le contrôle. Fait que c'est pour ça que les propositions qui sont amenées par Pierre Poilievre, ils vont dans le sens d'améliorer la situation économique du pays, tout en bâtissant une structure qui va être plus solide pour justement faire face à différentes menaces de ce genre-là qu'on n'attendait pas du tout, qui arrivent. Puis là, ben, à un moment donné, si on est plus résilient, si on est mieux organisé, on va pouvoir faire face Mhm. économiquement à différentes menaces. Donc, c'est un peu ça. Et les mesures, les annonces de Pierre Poilievre depuis le début de la campagne vont dans ce sens-là, de ramener le Canada d'abord. Et éventuellement, on se rend compte que les premières annonces que vous faites sont beaucoup dirigées vers l'économie, même très fiscale également. Je pense une qui a retenu l'attention, c'est du côté du CELI, par exemple. Ouais. Vous proposez, le CELI, on le sait, la dernière année de Stephen Harper, on avait ramené les cotisations CELI à 10 000 $. Ça a duré 1 an. Justin Trudeau est arrivé puis a terminé ça assez sec, Ouais. alors que je trouvais que c'était vraiment une bonne mesure. Maintenant, là, ce qu'on parle, c'est que là, présentement, les Canadiens peuvent mettre 7 000 $ par année dans leur CELI à chaque année.
vous parlez de rajouter un 5 000 supplémentaire. Par contre, il y aurait un petit astérisque, c'est que ce serait un CELI qui serait différent de celui actuel. Il faudrait acheter des titres un peu plus canadiens à l'intérieur. Parlez-nous un peu de cette mesure-là, puis on pourra discuter un peu. Effectivement, le CELI, c'est sûr que les gens qui nous écoutent, il y en a qui vont dire ouais, j'ai pas les moyens nécessairement de prendre un CELI, mais en même temps, quand tu es capable d'économiser, c'est un outil financier, vous le savez, qui est très excellent parce que le rendement qu'on fait n'est pas imposable. Puis là, ben, c'est sûr que l'augmenter davantage, oui, mais l'idée qu'on a eue de notre côté, c'est de dire on va augmenter 5 000 de plus de possibilités de CELI, mais en investissant dans des entreprises canadiennes, donc des actions qui sont des actions d'entreprises canadiennes ou des fonds mutuels qui ont seulement des entreprises canadiennes dans le but d'investir dans l'économie canadienne. C'est ça l'idée autour de ça. Parce que oui, là, actuellement, le plafond est à 7 000, mais en l'augmentant finalement à 12 000, mais avec cette partie-là consacrée aux entreprises canadiennes, ça revient au plan de mettre le Canada d'abord puis d'aider l'économie canadienne à se développer et à se renforcer. La petite critique que j'avais par rapport à ça, parce que j'ai un cabinet de services financiers dans la vraie vie, c'est que j'ai un client, par exemple, qui a 300 000 d'investissement. Il y a de l'argent dans des REER, il y a de l'argent dans des CELI, il y a un ancien fonds de pension qui est dans un CRI. Là, tu arrives, tu as des régimes d'épargne études pour les enfants. Fait que, à un moment donné, ça fait beaucoup de régimes. Puis là, on ouvre un régime supplémentaire pour cette affaire-là. Puis en plus, quand on gère un portefeuille, moi, un client comme ça, ben, veut pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir à peu près 25 à 30 d'actions canadiennes dans son portefeuille, par exemple. Donc, si je suis forcé d'avoir des actions canadiennes dans un CELI, par exemple, le nouveau CELI qui est un régime supplémentaire, ben, je vais vendre des actions canadiennes dans son REER pour mettre de l'international à la place. Est-ce qu'on est un peu compliqué pour rien, quelque chose qui aurait pu être une mesure vraiment parfaite, dans le fond? Oui, je comprends. Ben, c'est sûr que d'avoir simplement dit on le monte à 12 000 au lieu de 5 000, bon, ça, c'est plus facile à gérer, effectivement. Mais là, on revient au concept de dire comment on fait pour se renforcer au niveau canadien. C'est pour ça que cette augmentation-là est spécifique vraiment dans un concept du pays, le Canada d'abord, de notre approche, tout en comprenant très bien, oui, ça complexifie la gestion des portefeuilles, mais si on l'a vu là, avec les menaces de Trump, qui sont complètement injustifiables, là, justifiées et justifiables, on n'a pas le choix de prendre des mesures chez nous. C'est une forme de protectionnisme, oui, mais c'est des façons aussi de dire aux Canadiens, aux Québécois, ben, investissons chez nous en priorité. Écoute, c'est une proposition vraiment qui se veut. Ah, elle est très bonne à base, on s'entend. Ouais, c'est ça. Fait que, il n'y a rien de parfait nulle part jamais, mais ça, c'est vraiment dans un concept de dire, OK, on regarde chez nous puis on s'aide entre nous. Tant qu'à être dans les politiques fiscales, vous avez fait une autre annonce aussi que vous avez appelée sur l'équité fiscale. Et l'idée, ce serait de permettre maintenant aux travailleurs, là, dans le fond, qui ont des frais de déplacement, donc hébergement, transport, frais de nourriture, ce genre de choses-là. Vous dites que les travailleurs pourront déduire la totalité des frais. Parce que présentement, c'est ça que tu me disais, Yann, je pense que c'est comme 50 que tu peux déduire. Donc, peut-être nous expliquer un peu, c'était quoi la pensée derrière ça. C'est qu'il y a des travailleurs, c'est sûr qu'il y en a qui travaillent pour des entreprises ou au niveau du gouvernement, que leurs frais de déplacement sont payés. Ils ont pas, ça ne les concerne pas, là, les gens qui ont des frais, des per diem, qui ont le frais pour l'essence, etc. Mais il y en a d'autres qui doivent se déplacer à leurs frais. Donc, c'est de pouvoir permettre aux travailleurs qui se déplacent de déduire ces dépenses-là comme il est possible de le faire ou comme quand tu es dans une grande entreprise ou pour le gouvernement, tu as tout ça, ça rentre tout seul, tu n'es pas imposé, puis merci, bonsoir. Mais quand tu es à ton compte, tu dois travailler, te déplacer, puis payer tes dépenses. Ben nous, on veut inciter, pas inciter, mais donner de l'air aux travailleurs qui, justement, disent, ben, regarde, il faut que je parte de Québec, il faut que je m'en aille, je sais pas, moi, c'est à la Côte-Nord, puis là, ben, ça me coûte un bras pour l'hôtel, le gaz. Ben là, en déduisant ces dépenses-là, ça donne une chance. C'est ce qu'on veut faire. Et également, dans la mesure où on a mis que les propriétaires de jets privés n'auraient plus droit à ces déductions-là comme ils ont actuellement. Donc, ça ne fait pas l'affaire peut-être des grandes entreprises ou des propriétaires de jets privés, mais là, à un moment donné, on fait le choix. Nous, on dit le travailleur qui a sa paire de bottes, son pick-up, puis qu'il faut que ça aille travailler quelque part, ben, on priorise ces gens-là qui ont besoin d'aide davantage que les grandes corporations. Oui, parce que vous dites dans le truc, là, ceux qui se servent, par exemple, de jet privé ou quoi que ce soit, ben, ils se feront rembourser l'équivalent d'un vol normal. Là. Bah, c'est ça. Donc, Ouais. à un moment donné, c'est un choix politique qui a été fait de dire on priorise parce qu'on a des choix à faire. On ne peut pas toujours tout donner, c'est impossible. On n'arrivera pas plus. On va se ramasser dans la même situation qu'on a avec Justin Trudeau. Fait que c'est pour ça qu'il faut balancer. Et là, ce qu'on balance, on préconise dans cette mesure-là, c'est d'aider les travailleurs qui n'ont pas d'autres ressources, mais qui doivent bouger, se déplacer pour leur travail. Et c'est comme ça qu'on l'a approché.
Vous avez évidemment plusieurs mesures qui sont proposées au niveau économique qui ont un impact budgétaire, veut pas. Parce que si on prend par exemple les maisons, la TPS, Mhm. jusqu'à 1,3 million de dollars qui serait pas taxé, qui était vraiment une bonne chose. Je comprends même pas pourquoi il y a de la TPS sur une maison. C'est un bien essentiel, on s'entend. Là, on serait dans des positions où est-ce que là, on entend des critiques, évidemment. Là, les critiques, c'est « Ah, mais ils vont financer ça comment? On est déjà en déficit de 62 milliards. » Est-ce que c'est une critique que vous entendez beaucoup? Est-ce que les gens vous disent que le plan économique n'est pas sérieux ou au contraire, à chaque fois? Parce que moi, je pense que de ce que j'ai vu de vos mesures, à toutes les fois que vous faisiez une mesure, il y avait une petite partie dans vos vidéos qui disait on va couper aussi telle affaire, mais évidemment, on ne met pas beaucoup l'emphase là-dessus au niveau des médias plus traditionnels. À date, jusqu'à date, les promesses que vous faites, est-ce qu'il y a toujours une pensée justement d'équilibrer le budget derrière ça? Toujours, toujours. Puis c'est ça, puis effectivement, merci de le rappeler. On a trop souvent, on a des annonces à tous les jours qui sortent. On a justement des. Quand on dit on va faire une économie à un endroit, à quelle place qu'on le paye, puis ça, Pierre Poilievre l'amène, le propose, le dit dans ses discours, dans ses vidéos, mais malheureusement, les gens qui écoutent les médias traditionnels n'entendent jamais rien. Premièrement, nos propositions, on les entend quasiment jamais, là. On entend juste d'autres sortes de nouvelles qui font du bruit, mais les propositions de jour le jour, qui sont concrètes, qui sont bonnes pour les gens, on les entend pas trop. Cette mesure-là, du 5 de la TPS, effectivement, je suis d'accord avec vous, moi, pourquoi qu'on paye de la taxe sur une maison neuve ou un condo neuf? Puis qu'alors que quand c'est usagé, on n'en paye pas. On ne devrait pas payer de taxes tout simplement. Mais il reste que cette mesure-là, oui, coûte de l'argent, mais en même temps, si d'enlever la TPS puis d'économiser ce montant-là sur l'achat de maison aide les gens à se construire ou à s'acheter un condo ou une maison neuve, ben, ça fait bouger la construction, l'économie bouge. Fait que ton 5 de TPS que tu perds en revenus pour le gouvernement, tu vas gagner de l'autre côté énormément en construction, en autres revenus économiques, mais également les endroits où on coupe, dans toutes les mesures qu'on fait actuellement, les gens ont peur. Là, ils disent, ah, vous allez tout nous couper. Premièrement, non. Les programmes sociaux, il y a des besoins. On a besoin de garder des programmes sociaux pour aider les gens au niveau de la sécurité de la vieillesse, par exemple. Il y a des besoins énormes, je le sais, je le vis comme député. Là. On a des gens qui sont tout le temps, ça accorde là, chaque mois. Mais où il y a du gaspillage, un peu comme je disais tantôt, le gaspillage éhonté que je vois au fédéral, exemple, ce qu'on appelle le BS corporatif. Là. Les grandes compagnies là, qui reçoivent des milliards, un peu comme Nordvolt ou l'autre en Ontario, là, à coups de milliards des affaires que tu dis, OK, pourquoi le gouvernement, l'argent des contribuables sert à mettre de l'argent là-dedans alors que ces compagnies-là font déjà des milliards de profits, sont capables de payer l'installation de leur entreprise. Fait que ça, il y a de l'argent à récupérer de ça. L'argent aussi, quand on parle à l'étranger, l'argent qu'on donne en soutien à l'étranger, là, les gens disent, ouais, mais il faut continuer à aider là, les femmes, les enfants en Afrique, puis tout ça. Oui, mais le problème, c'est, savez-vous où va vraiment l'argent? Il y a des milliards qui sont transférés dans des pays, puis il n'y a pas de contrôle. Une grosse partie de ces milliards-là n'est pas contrôlée. Donc, c'est des dictateurs. Fait que nous, quand on le dit, il faut rajouter qu'on enlève l'aide à l'étranger aux pays de dictateurs puis de pays corrompus, que l'argent se ramasse dans leur poche puis qu'ils s'en servent Ouais. pour leur intérêt et non pas pour aider les femmes et les enfants. Je l'ai vécu moi-même. J'étais allé en Israël avant la guerre, là, il y a 2 ans de ça. J'étais là-bas. J'étais allé un territoire occupé. J'étais allé à Ramallah. Là, j'étais au bureau du Canada à Ramallah. Fait que là, je dis aux fonctionnaires là-bas, j'ai dit, écoute, comment il y a d'argent là, qui passe ici à Ramallah pour venir aider? Il y a du 20 millions par année, OK? J'ai dit, est-ce que tu es capable de me dire que cet argent-là sert vraiment à aider les femmes et les enfants? Il dit non. OK. Là, on sait maintenant que cet argent-là s'en allait au Hamas pour aller aider à Gaza. Donc, c'est tout ça qu'il faut couper. Fait que si on fait le tour puis qu'on coupe l'argent vraiment qui est gaspillé, ben, on récupère énormément d'argent qui va pouvoir nous aider à payer ce qu'on fait là, les économies d'impôts. Il y en a plein de sources d'économies qu'on peut faire avec de l'argent qui est très mal géré. Et on l'a vu on a fait le tour, nous, pas mal de l'aide internationale qui est donnée. Là. Oui, effectivement, il y a on envoie, c'était très facile là, à départager. Tu vois des trucs, puis là, ça dit, bon, pour aider pour des installations sanitaires dans des pays comme je sais pas, au Ghana ou en Tanzanie. Puis là, tu dis, OK, ça, je comprends à quoi ça sert. Puis celui-là d'après, là, tu trouves des trucs complètement farfelus sur des trucs non binaires au Botswana. Là, on se disait, Ouais. mais c'est pourquoi le Canada finance ce genre de choses-là. Là, je veux dire, tout le monde est pour la vertu, mais à un moment donné, dans un contexte de déficit, là, financer une bibliothèque LGBT en Afrique, je suis pas sûr que c'est la priorité des Canadiens. Là. Puis honnêtement, la question, des fois, c'est pas de dire est-ce que c'est
pas correct de financer une bibliothèque LBGT, mais c'est de savoir est-ce que la bibliothèque est construite vraiment, puis il y a des gens de la communauté LBGT qui vont là. Puis c'est ça le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. La plupart du temps, il n'y a pas de contrôle. La seule façon que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des organismes canadiens qui ont cet argent-là, qui ont les pieds sur le terrain, qui s'assurent que c'est fait en bonne et due forme. Sinon, oublie ça, tu envoies un chèque dans le vide, puis on n'a aucune idée du résultat. Absolument. Peut-être dans la dernière section là, pour les finances, puis la fiscalité, on le sait, là, au Canada, un des défis qu'on a, c'est d'attirer de l'investissement étranger. Bon, là, le gouvernement américain fait toutes sortes d'annonces, des baisses d'impôts, des ci, des ça. Donc, le Canada, à un moment donné, doit trouver un moyen d'être compétitif pour attirer de l'investissement. Vous avez fait une annonce sur le gain en capital, parce que le gain en capital, là, ça a été tout un sujet dans la dernière année. Ils ont commencé, le gouvernement, avec Chrystia Freeland, en nous disant qu'il allait hausser la taxe sur le gain en capital. Finalement, ils ont dit qu'il était un shit show, man. Ils ont fini par dire qu'ils n'étaient plus sûrs que c'était une bonne idée. Puis là, après ça, ils se sont tous présentés à la chefferie en disant qu'ils étaient contre cette idée-là qu'ils avaient eux-mêmes faite. Là, c'est quoi la position des conservateurs sur le gain en capital? Premièrement, sur ce que les libéraux avaient annoncé et sur votre propre annonce. Bien, premièrement, les libéraux, pour rappeler aux gens cette histoire-là, justement, au printemps passé, à un moment donné, ils ont dit on va augmenter le taux sur le gain capital au 25 juin, fait que 2024. Fait que là, à un moment donné, ils ont dit OK, là, ils annoncent ça, fait que tout le monde est en panique, hein, les gens qui avaient des pas juste de la panique, il y a eu beaucoup de transactions. Moi, de mon côté, dans mes portefeuilles, avec des clients, on a déclenché volontairement des gains de capitaux pour éviter le 66 Fait que ça a provoqué un chaos à ce niveau-là. Puis finalement, ça ne s'est jamais concrétisé légalement. Fait que les fonctionnaires ont commencé à l'appliquer, mais au niveau du Parlement, ça n'a jamais été voté. Il n'y a jamais rien qui a été fait. On s'est ramassé à l'automne là, avec le bordel à Ottawa. Puis ça Mais restait pending. pourquoi ça ne s'est pas fait, justement? Est-ce qu'il y avait l'intention de le faire ou c'était tout fake, cette affaire-là? Écoute, normalement, c'est qu'il devait avoir une motion de voter en chambre. Puis tout l'automne, c'était bloqué avec les autres motions qu'il y avait, là, avec d'autres scandales du fonds vert, avec le 400 millions qui avait été donné à des petits amis libéraux. Fait qu'il n'y a pas eu de possibilité de la faire voter vraiment, mais je trouve qu'ils n'ont pas forcé. S'ils avaient voulu forcer moindrement, ils auraient pu faire un deal avec la NPD, parce que la NPD est encore à Miami dans ce temps-là, puis trouver une façon de le faire. Ils ne l'ont pas fait. Puis effectivement, on est arrivé à la démission de Chrystia Freeland le 16 décembre. Puis après ça, le bordel est pris, le Trudeau démissionne, mais là, tout le monde commence à promettre en course à la chefferie libérale. On va enlever ça, l'augmentation de gain en capital. Sacrifice, vous avez provoqué un bordel monumental. Des gens qui ont été obligés de faire des transactions, justement, ça a coûté énormément d'argent à tout le monde pour dire on va l'enlever. Puis aujourd'hui, essayer de faire croire que c'est leur idée. Ils ont une bonne idée, les libéraux, là. On va enlever ça, cette augmentation-là. Christy, c'est vous autres qui avez foutu le bordel partout. Nous, ce qu'on a proposé hier, premièrement, cette augmentation-là, nous autres, on est contre, on l'a déjà dit, il fait longtemps qu'on l'annulerait. Si elle s'était maintenue, qu'elle est comme virtuelle en plus, parce qu'elle n'est pas votée, ça n'a jamais été voté au Parlement. Là. Mais cette augmentation-là, il n'y en a pas question. Mais ce qu'on a annoncé hier, puis j'étais à Montréal, j'étais allé faire une annonce aussi en même temps que M. Poilievre, c'est de dire que les gains capitaux pourraient être réinvestis. Donc, si on prend l'argent, au lieu de la taxer, on dit, si vous l'investissez pour des équipements, pour construire, agrandir vos bâtiments, acheter des terrains. Vous n'aurez pas à payer d'impôts là-dessus. Cet argent-là ne sera pas imposé. Tant aussi longtemps qu'elle est réinvestie pour améliorer, agrandir, c'est juste à la fin. Quand vous décidez de vendre, de liquider, là, exactement. Oui, il y a un coût fiscal pour le pays, mais ça, cette mesure-là, l'annonce, c'est on le ferait pour cette année jusqu'au 31 décembre 2026. Puis on verrait là, qu'est-ce que ça a donné, là? Ça, c'est les affaires de gains de capitaux. Moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est j'ai l'impression qu'au niveau du média traditionnel, puis même au niveau de certains politiciens, on la comprend très mal. Dans le sens que, je vais vous donner un exemple bien simple. S'il y a une entreprise qui a une bâtisse, là, puis ils ont mis 1 million dans cette bâtisse-là, elle a pris de la valeur, mais là, au fil du temps, ils n'en ont plus besoin. Ils se disent, j'ai plus besoin de cette bâtisse-là, elle vaut 3 millions aujourd'hui. Fait que là, ils s'en départissent, ils la vendent à un tiers. Ben, normalement, comme elle a pris 2 millions de valeur, il devrait avoir un gain de capital, il devrait se faire imposer sur ce montant-là. Donc, 1 million qui serait taxé à peu près, parce que 50% est non imposable. Là, ce que vous dites, c'est de dire, ben écoute, si tu prends cet argent-là et tu la réinvestis dans une autre bâtisse, ou tu achètes un de tes compétiteurs, ou peu importe, tu utilises vraiment l'argent pour acheter quelque chose au Canada,
il n'y aura pas de déclenchement de gain de capital. Donc, d'une certaine façon, tu vas pouvoir le reporter dans le futur. C'est ça. Éventuellement, cet impôt-là va être payé quand même. Oui, Cet absolument. impôt, parce que le coût comptable va juste être reporté. Donc, il y avait 1 million de coûts comptables. On garde le coût comptable qui va être attribué à un nouvel actif éventuellement. Puis cet actif-là va être revendu peut-être 10 millions. Puis si ça vaut 10 millions, il y avait un coût comptable d'1 million, bien, il y aura 9 millions de gains de capital, puis ce sera imposé sur 4,5. Donc, sur un long cycle entrepreneurial, sur 10-15 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, je pense que le gouvernement va faire plus d'argent en bout de ligne. Ben, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on a calculé. Puis, effectivement, à court terme, on peut le voir comme un déficit, mais sur du long terme, ça va être payant pour le gouvernement. Et en même temps, surtout, ça aurait permis d'augmenter les investissements au Canada, de pouvoir faire des projets qui ne se font pas actuellement parce qu'il y a trop de taxation. Donc, c'est ça l'objectif de l'annonce d'hier et qu'on espère, en tout cas, si on est au gouvernement, évidemment, on va pouvoir appliquer ça et faire avancer le Canada. Comment on fait pour. La question me vient parce que suite aux commentaires de Yann, puis après ça, on passera à d'autres thématiques. Là. Mais comment on fait pour expliquer des mesures fiscales ou économiques à la population quand on a des commentaires dans les médias qui souvent prennent pour acquis un peu ce que vous avez dit au début, que c'est comme si l'économie, c'est quelque chose de statique. Ouais. Donc, dans le fond, parce qu'on a vu ça, là, quand les conservateurs ont annoncé la baisse d'impôts, 15 sur le premier palier d'imposition, tout ça, là, on a vu des trucs dans les journaux. Ah, ça équivaut à 14 milliards, là, donc on est à 60. Eux autres, ils veulent nous amener à 75 milliards de déficit. Puis c'est ce que vous avez dit au début, puis c'est très vrai, c'est que si on baisse l'impôt des gens sur le revenu, ça augmente leur revenu disponible, ils vont consommer plus, ils vont payer plus de TPS sur des biens, ils vont peut-être s'acheter une maison alors qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire, acheter une nouvelle automobile. C'est pas de même que ça marche, l'économie, c'est pas statique. Comment vous faites pour expliquer ça aux gens? Parce que ça semble être vraiment mal compris, y compris dans les médias. Oui, puis effectivement, puisque vous disiez, quand on a fait l'annonce, les libéraux, je pense qu'ils ont annoncé 12,5 de moins. Puis nous, on est arrivé à 15. Puis là, c'était les panels d'analystes là, dans les émissions, les mainstream médias. C'était Ah, c'est épouvantable, les conservateurs, ils vont se priver de 16 milliards de revenus. Comment ils peuvent faire ça? C'est dégueulasse. Moi, je suis là, je dis 500 milliards. Là, plus que ça, on est rendu à 600 quelques milliards de plus de dettes qui est augmenté depuis 10 ans. Là. Puis là, ils font la morale, eux autres, là, sur des mesures qu'on est là pour aider le monde à avoir plus d'argent dans leur poche, puis justement qu'ils puissent dépenser davantage. Puis on se fait dire qu'on n'a pas de sens au niveau fiscal. Ça, là, c'est terrible. À chaque jour, quand je vois ça, puis quand on propose des mesures là, qu'on considère comme étant efficaces là, pour aider le pays, puis des analystes qui ont des fois même pas de notion en économie, qui nous garochent toutes sortes de remarques comme ça. Là, je me dis, OK, là, comment effectivement on se rend aux gens? Ça, c'est un grand défi qu'on a, de se rendre aux citoyens. Quand je parle, je suis en campagne, je vais voir des personnes, je parle aux gens dans le porte-à-porte, tout ça, puis je vois que le monde ne savent pas du tout, ils ne comprennent pas, puis tout ce qui me parle, ou les personnes plus âgées me disent Ah, vous allez tout couper. Où c'est que vous prenez ça, ces informations-là? Puis là, tu sais, oui, on va couper cochonnerie, là, les affaires qui n'ont pas de bon sens, mais vous autres, là, inquiétez-vous pas, on continue à s'occuper de vous autres, là, les personnes plus âgées qui n'arrachent. Mais c'est un défi, puis cette campagne-là est particulière encore plus parce que là, il y a toujours le Trump, 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 Trump. C'est juste ça qu'on entend dans nos nouvelles, où ça brasse un peu dans l'équipe conservatrice. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est parce que les libéraux aussi, ça brasse, puis l'NPD, puis le Bloc. Là, je veux dire, mais c'est comme toujours avoir des nouvelles qui nous amènent ailleurs. Au lieu de nous emmener sur l'essentiel, les gens nous demandent tout le temps, c'est quoi vous avez à proposer, les conservateurs? Là, vous avez juste des slogans. Là, on n'est pas dans les slogans, on est vraiment dans des positions politiques concrètes. On ne peut pas être plus concret que ça. Là. Mais on baisse des impôts pour aider le monde. Ah, ben là, vous allez augmenter le déficit. Comme tabarnouche. Sinon, c'est frustrant. Honnêtement, c'est très frustrant parce qu'on a. On est là pour aider, pour faire le mieux, pour améliorer la situation du pays. Puis tu as juste des petits commentateurs, des fois, qui font des remarques comme ça, puis qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Là, c'est fâchant. Parlons-en dans la plateforme Québec, vous avez un point qui est intéressant. Vous dites on va préserver Radio-Canada. Ouais. Nous, de notre côté, le petit flash qui nous est apparu vite dans notre tête, c'est OK, et CBC.
OK, on va régler le point de CBC Radio-Canada, OK? C'est 1,4 milliard que ça coûte, tout ça, cette Exact. appel-là. Qui vous a CBC, coûté l'élection en 2015, hein, quand les libéraux ouais, arrivent puis annoncent 400 millions de plus à CBC Radio-Canada. Ils ont largué le NPD à ce moment-là, ils ont boosté ouais, Justin Trudeau, ah puis on sait ce qui est arrivé en 2015. ouais, ben, c'est ça, un outil de propagande là, étatique, mais honnêtement, c'est que CBC, au Canada anglais, c'est 3-4 de code d'écoute. Les Canadiens anglais n'écoutent pas CBC. Puis le contenu de CBC pourri, c'est n'importe quoi. Ils sont dans le wokisme à côté. Ils ont des. Tu sais, là, j'enlève la couverture média. Là. C'est sûr que la couverture médiatique là, de terrain de CBC, c'est correct. Là. Bon, même si on a beaucoup de billets, là, il reste que bon. Mais le contenu de CBC, c'est quelque chose qui. Personne ne s'intéresse personne au Canada anglais. Radio-Canada, il faut quand même, puis moi, je veux dire, je suis un des premiers, honnêtement, à le dire. Au Québec, on a 2 grands réseaux de télé, TVA, Radio-Canada. Puis la mission de Radio-Canada, il y a des. Tu sais, juste, je parle du contenu d'information, mais les téléromans, la culture québécoise, on a quand même besoin de cet outil-là parce que je pense qu'il y a d'excellents téléromans qui passent sur Radio-Canada qui sont faits au Québec avec des artistes du Québec. On a quand même besoin de ça pour notre culture à nous. Et également au niveau du Canada entier, la francophonie canadienne. Radio-Canada, c'est le seul moyen pour la francophonie canadienne d'avoir un contenu en français puis qui ait du sens. Donc, c'est pour ça que la Radio-Canada, on considère quand même, puis au Québec, c'est quoi, 25-26 de code d'écoute. Là. Ben, c'est un outil culturel d'information. Oui, l'information, elle ne fait pas notre affaire souvent du côté conservateur, mais il reste qu'on est capable. Il y a beaucoup de différences. Moi, je fais affaire avec les journalistes de Radio-Canada, puis ceux de CBC, puis c'est 2 mondes complètement différents. C'est complètement différent. Mais si je ramène au niveau culturel québécois et francophonie canadienne, on a besoin de Radio-Canada. Par contre, les salles de nouvelles, les stations de radio, je vais en région des fois, puis tu as 15 personnes qui travaillent là pour faire des émissions de radio régionales, alors qu'une station privée sont 2 puis 3 au maximum. Est-ce qu'il y a du ménage à faire aussi dans les structures, dans l'infrastructure de Radio-Canada? Absolument. Parce que je vais à Ottawa des fois à TVA, puis tu as Raymond Filion en haut avec Bossé, puis ils sont juste 2-3 qui a un caméraman là, sur le fly, puis Radio-Canada, tu rentres là-dedans, c'est à peu près 150. Puis tu dis, OK, là, il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Fait qu'il y a une. Fait que là, Moi, vous êtes en train de faire un Guillaume Abatiello avec vous, là, en disant des affaires de même. Il s'est mis dans le trouble, lui, quand il a dit ça. Ah, bon, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai dit qui n'est pas correct, là, mais. Non, c'est bien correct. Mais je suis là, puis j'ai pas. Puis, tu sais, je le dis, on est public, là, puis avec vous, mais j'ai pas de. Honnêtement, comme je vous dis, je parle à beaucoup de journalistes de Radio-Canada, j'ai de très bonnes relations avec eux, ils sont corrects la plupart du temps, j'ai pas de problème. C'est juste que moi, d'un point de vue vraiment, comme diffuseur public, on a un besoin de ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent à âge dans l'ensemble de l'œuvre, mais moi, je pense qu'il faut quand même prendre un pas de recul. Puis pour le Québec, pour l'auditoire québécois parce qu'il y a beaucoup de gens au Québec là, qui écoutent juste là, TVA et Radio-Canada. Fait qu'il faut quand même avoir un diffuseur, surtout pour la culture. Je pense que c'est important de protéger notre culture. Mais CBC, ça, j'ai pas aucun attachement sur aucun volet de CBC. Dans la plateforme Québec, vous avez les 2 premiers points. En fait, je pense que j'aurais le goût de les regrouper ensemble. Vous parlez du fédéralisme canadien et de l'autonomie du Québec et des provinces. C'est un peu une impression. Ben, je pense pas que c'est juste une impression. Là, on le voit là, depuis quelques années. On dirait que la majorité des provinces sont en porte-à-faux avec le gouvernement fédéral qui s'est immiscé dans toutes sortes de champs de compétences des provinces. Soit pour contester des choses que les provinces faisaient, soit pour dupliquer des programmes ou empiéter sur les champs de compétences des provinces. Donc, c'est le cas du Québec parce que c'est le cas de votre plateforme, mais c'est aussi le cas, je pense, de l'Alberta. Moi, j'interprète ces 2 points-là de votre plateforme un peu comme l'idée générale de réparer les relations entre le fédéral et le provincial. Est-ce que c'est une bonne Oui, ben c'est interprétation? sûr et certain, oui, parce que la grande différence entre les libéraux et les conservateurs, les libéraux centralisent vraiment les pouvoirs au maximum à Ottawa, puis eux autres, là, ils vont essayer de gérer à leur façon ce qui se passe dans les provinces, nonobstant là, les champs de compétences. Par exemple, on parle des soins de santé, par exemple pour les dents.
normalement, tu pourrais transférer les fonds, puis c'est Québec qui pourrait gérer un programme au niveau du Québec parce qu'il y a déjà des programmes, mais eux autres ont dit non, on va le gérer à partir du fédéral. Fait que là, tu crées 2 structures de gestion pour ça. Tu as l'immigration. Il y a un des gros problèmes qu'on a eu au Québec dans les dernières années, c'est que le fédéral a décidé de bypasser l'entente Canada-Québec, puis ont émis énormément de permis temporaires, surtout pour les étudiants étrangers, puis il y avait des faux cas d'étudiants étrangers. On s'est ramassé, il y a 600 000 personnes au Québec actuellement sous permis temporaire. Puis si la gestion avait été faite comme prévu, comme ça fonctionnait avant, on n'aurait pas eu ce problème-là. C'est que le gouvernement libéral a décidé que, bon, on donne des permis, nonobstant là, les besoins du Québec. Fait que ça a créé énormément de problèmes. Nous, ce qu'on ramène, c'est vraiment le fédéralisme, là, mais c'est décentralisateur. Pierre Poilievre, c'est toujours de dire on va avoir un gouvernement plus petit à Ottawa, donc une machine moins grosse, moins sclérosée, puis, c'est aux provinces. Les provinces, la fédération est faite comme ça, c'est aux provinces à gérer les programmes. Donc, tu as les transferts, comme les transferts en santé, par exemple. Tu t'assures de donner le transfert en santé. Puis après ça, c'est au Québec à gérer, aux provinces à gérer leur santé. C'est pas au fédéral à commencer à s'empiéter là-dedans. Puis là, tu crées bien plus de problèmes que d'autres choses. Et c'est ce que les libéraux ont fait dans différents programmes. Ils ont mis leurs pieds là-dedans, puis parce qu'ils trouvaient que les provinces ne géraient pas à leur goût à eux. Mais là, à un moment donné, quand tu fais ça, tu crées le chaos dans ma chaîne, puis ça se fait que là, on se ramasse avec des citoyens qui viennent nous voir, puis ils disent ça marche pas, j'ai pas ci, j'ai pas ça, le formulaire un tel marche pas, ouais, mais là, c'est pas là, c'est à Québec, ah non, là, c'est pas là, c'est à Ottawa. Ça arrive très souvent. C'est causé par ce genre d'attitude-là. Je me rappelle très bien en 2015, quand Justin Trudeau prend le pouvoir suite aux années Harper, qui étaient des bonnes années quand même, on s'est rendu compte que dans les premiers jours, on s'est mis à défaire très rapidement des promesses phares ou même des programmes phares des conservateurs. Par exemple, on avait un fractionnement de revenus pour les familles qui avaient été intégrées. On a éliminé ça rapidement. On a le CELI de 10 000 qui a été ramené. On a ensuite des chèques qui ont été envoyés aux familles, mais on avait toutes sortes de crédits d'impôt qui ont été rebrassés, ainsi de suite. On sentait un désir de défaire rapidement l'héritage Harper. Si les conservateurs prennent le pouvoir demain matin, on sait que les libéraux ont également mis plusieurs programmes qui causent le déficit présentement, comme le programme sur les dents, l'assurance médicaments, les garderies, qui sont des champs de compétences provinciales. Ça va être quoi l'approche conservatrice de ce côté-là? Est-ce que ces programmes-là vont rester ou on va essayer d'aller ramener ça dans les provinces, justement? Bonne question. Ben justement, au niveau des dents, par exemple, là, on s'est prononcé là-dessus. On a dit qu'on ne défrait pas ce programme-là parce qu'il y a un besoin. Il y a des personnes qui ont des problèmes financiers puis sont pas capables d'avoir un dentiste. C'est des personnes avec plus âgées, là, puis l'âge descendait. Par contre, c'est la façon de gérer. Là, justement, est-ce qu'on dit que c'est un besoin nécessaire? Oui, tout OK. Mais là, maintenant, est-ce que ça peut être versé aux provinces puis que les provinces administrent le programme? C'est ce qui est à voir. Comme j'ai dit à un moment donné, il y a des besoins. Chez la population, il y a des besoins. Sans être dans le socialisme, là, on a quand même des gens à soutenir. On le voit, on le constate comme député, mais c'est justement, c'est comment l'administrer puis à quel endroit qu'on trouve l'argent pour pouvoir le faire. Parce qu'on ne peut pas toujours dire oui à tout si on n'est pas capable de le payer. Ça, c'est le problème que les libéraux ont fait. Ils ont tout le temps dit oui, 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 sans gérer ailleurs, sans enlever, exemple, le BS corporatif ou des choses comme ça. Donc, pour nous, ces programmes-là, il faut les revoir, mais à la base, on les soutient. Mais comme les garderies au Québec, c'est un transfert d'argent qui est fait, il y a 6 Oui, milliards. parce qu'on avait déjà notre programme de notre côté. C'est ça. Fait qu'ici au Québec, c'est un enjeu. Il y a un envoi d'argent. Après ça, c'est à Québec à voir comment ils peuvent augmenter le nombre de places en garderie. Mais quand Ottawa dit, à un moment donné, Trudeau avait promis en 2015 ou en 2019, je ne me souviens plus laquelle des campagnes, en 2019, je pense, il avait dit je vais créer 30 000 places de garderie au Québec en faisant un programme de garderie. C'est là que les gens pensent wow, bravo, M. Trudeau, merci, on va avoir des places en garderie. Mais non, ça ne marche pas de même parce que tu faisais une promesse que tu ne peux même pas contrôler parce que l'argent, tu l'envoies à Québec. C'est à Québec, après ça, de dire avec cet argent-là en supplément, qu'est-ce qu'on peut faire davantage. C'est Québec, il faut qu'il dise. Trudeau, il promettait des choses comme ça en l'air, puis tu arrives à la fin, ça n'a pas marché, puis parce qu'il a promis n'importe quoi. Puis le programme de garderie au niveau national, actuellement, ce qu'on voit, c'est que dans plusieurs provinces, il n'y a pas comme au Québec là, un programme de garderie avec il essaie de l'implanter, mais c'est pas si facile que ça parce que justement, il y a des provinces qui ne sont pas prêtes à ça. Puis d'arriver avec le fédéral en arrière qui dit voici, ça va marcher de même. Puis là, la province a dit non, mais attends un petit peu, là, la gestion du nombre de garderies qu'on peut avoir, puis de tout ce que ça prend, de le faire imposer par Ottawa directement de même. Je sais qu'il y a de l'accrochage actuellement. Là.
Non, absolument. Un des gros sujets là, de la campagne, en fait, un des gros sujets de la dernière année aussi, nonobstant de ce qu'on a parlé jusqu'à présent, c'est évidemment l'immigration. Vous en parlez dans la plateforme Québec, ça a été un sujet, ça a été un gros sujet. Un autre sujet sur lequel les libéraux ont fait un genre de flip-flop à un moment donné, c'est assez dur à suivre. Là. Donc, après nous avoir dit que finalement, il n'y avait pas de limite. Maintenant, ils ont dit qu'ils faisaient comme reculer. En tout cas, je pense que les gens qui nous écoutent ont un peu de misère à suivre. C'est quoi la position du gouvernement actuel qui demande à être réélu sur ce dossier-là. Vous dites là-dedans là, que, bon, il faut comme concilier deux affaires. Là. Il y a certaines régions du Québec où les entreprises ont besoin de main-d'œuvre, ils n'ont pas de monde. Donc, ça, il faut prendre ça en considération. Mais il faut prendre en considération aussi qu'à un moment donné, il y a une limite à la quantité de gens qu'on peut accueillir. Peut-être nous expliquer un peu c'est quoi la vision des conservateurs là-dessus. À la base, là, nous, ce qu'on veut, c'est de revenir à la façon dont ça a toujours bien fonctionné à l'époque. Là. Avant le chaos qui s'est installé avec Trudeau, puis quand il a ouvert la porte à tout le monde, les demandeurs d'asile qui sont arrivés ici, là, on a comme 160 000 sur le territoire actuellement, là, des demandeurs d'asile qui ont rentré par Roxham, puis qui maintenant rentrent par les aéroports. Il y a eu si on enlève ce facteur-là de gestion chaotique des libéraux, tu dis, OK, on a une immigration, le besoin d'une immigration économique, réconciliation familiale, et oui, des réfugiés, on en prend, puis d'une façon contrôlée. Fait que ça, quand tu le fais d'une façon ordonnée, il n'y en a pas de problème. Parce que tu dis, actuellement avec Québec, justement, les ententes Canada-Québec, et nous, ce qu'on dit, c'est que la gestion de l'immigration au Québec, c'est le gouvernement du Québec qui connaît les besoins. Donc, si on dit on a besoin de travailleurs davantage en Beauce, dans Bellechasse, au Lac-Saint-Jean, dans des régions, parce qu'il y a des entreprises qui sont là qui il n'y a pas de main-d'œuvre, il n'y a pas de main-d'œuvre disponible. Ils ont besoin d'immigrants pour venir travailler, qui sont encadrés, ils ont des permis de travail, ils s'installent, les entrepreneurs même, des fois, ils construisent des appartements pour eux autres. Ça, c'est parfait. Là. Ça, c'est une immigration qui est bien ordonnée et qui est là pour aider justement aux entrepreneurs à pouvoir opérer correctement. Le problème qu'on a vécu, on a parlé un petit peu en début d'entrevue, c'est des espèces de permis donnés par le fédéral temporaires à des faux étudiants, à des travailleurs, mais qui n'ont pas de qualification. Donc, quand tu fais venir des gens ici, qui ont un doctorat en philosophie, mais tu as besoin d'un soudeur d'une shop, le docteur en philosophie, il va arriver là, puis il va regarder la machine, puis il ne saura pas trop quoi faire. Fait que ça ne marche pas. Tu ne peux pas fonctionner de même. Et là, c'est pour ça que le bordel est pris au niveau de l'immigration au Québec, avec 600 000 permis temporaires. Et c'est normal que M. Legault a dit, là, j'ai un problème, ça ne marche pas. Là. Le devoir actuellement, la responsabilité du fédéral, premièrement, c'est la gestion des demandeurs d'asile. J'ai été très impliqué à l'époque, au début, quand Roxham a commencé. Là. Puis là, à un moment donné, tu disais, à chaque fois que quelqu'un traversait, ça va prendre 7 ans. Le processus, première entrevue, ça prend 2 ans. Après ça, s'il est refusé d'asile, il peut faire appel. Après ça, tu vas attendre encore. Tu peux te ramasser jusqu'à 7 ans. Imaginez-vous, la personne qui est ici pendant 7 ans a le temps d'avoir des enfants, d'être installé, puis qu'à un moment donné, si tu lui dis, ben, tu ne peux pas rester, finalement, ta demande d'asile est non recevable. Là, tu as d'autres problèmes. Fait que là, mais nous, ce qu'on a promis, ce que M. Poilievre promet actuellement, c'est de dire cette partie-là vraiment de demandeurs d'asile, ça va être expéditif. Il faut que ce soit plus expéditif. Tu demandes l'asile, tu as des raisons valables, finalement, le pays t'accepte, on te prend, parfait. On va t'accueillir, t'intégrer correctement. Si tu n'as pas d'affaire à demander l'asile parce que tu vis aux États-Unis depuis 20 ans et tu as juste le goût de t'en venir ici, là, ben, ça ne marche pas de même, tu retournes chez vous. Fait que ça, c'est assez clair. Il faut vraiment mieux contrôler tout ça. Puis l'immigration, il y en a qui disent les conservateurs, ils n'aiment pas les immigrants, au contraire. Là. Puis je regardais le profil de nos candidats au Québec qui viennent de différentes communautés ethniques. Je pense qu'on a 23 pays différents représentés dans sont les 18 candidats du Québec. Fait que c'est pas vrai qu'on est contre l'immigration, mais des immigrants qu'on connaît, surtout dans la région de Montréal, c'est des gens qui disent faut que ça arrête d'arriver de n'importe quelle façon. Ça a un impact sur les communautés. Même à l'époque, il y avait énormément d'Haïtiens qui traversaient à Roxham, le chemin Roxham. Puis la communauté haïtienne de Montréal me disait, M. Wallace, on crée des problèmes dans nos communautés. Il faut que ça arrête. Fait que la question, dans le fond, c'est de ramener l'immigration gérée de façon ordonnée avec des quantités d'immigrants qui viennent
pour remplir des besoins spécifiques. Puis le côté réfugiés, ils sont dit qu'on a de la place pour 15 000 réfugiés. Ben, à l'époque, oublions pas, il y avait les camps de réfugiés de l'ONU. On avait des personnes qu'on pouvait aller chercher qui s'en venaient ici, qui étaient accueillis correctement. C'est ça de l'immigration qui est bien ordonnée, qui est bien faite, puis qui est bonne pour le pays. Mais là, les dernières années, c'était totalement chaotique. Puis, on le vit dans les bureaux aussi, en plus, au niveau de l'administration de l'immigration. Il y a un méchant problème. On a toutes les semaines, là, je ne sais pas combien de citoyens, ça va par période, là, mais des gens qui viennent de l'immigration, qui viennent nous voir au bureau, puis là, sont tout Oui, parce que les inquiets. députés jouent beaucoup avec ça, veut pas, dans le sens que les gens qui ont des difficultés avec la fonction publique, généralement, peuvent aller vous voir comme député dans Ouais. leur comté comme ressource. Oui, puis des dernières années, là, ça a ralenti un petit peu, mais il y a un temps, c'était épouvantable, là. Il y avait du monde, là, tous les jours qui venait sonner, puis qui disent: «OK, mon permis n'est pas renouvelé, là, je vais être obligé de m'en aller, je ne peux pas rester, mes enfants sont à l'école, qu'est-ce qui se passe?» Puis ça, c'est vraiment pas parce que l'immigrant avait un problème, c'est parce que la machine avait un problème de gestion. Puis là, ça créait d'autres problèmes que j'en ai un monsieur, il dit: «Mais ma fille est au cégep, elle finit, là, sa dernière session de cégep. Puis là, ils nous disent qu'elle peut pas aller au cégep parce que notre permis de séjour n'a pas été renouvelé à temps.» Ah, Ah, il y en a des cas là, comme ça. Là. Nous autres, on est obligés d'appeler, puis de parler avec les agents de l'immigration, puis faire débloquer tout ça. Mais il reste que quand tu as créé un chaos dans une machine, ben, c'est ça que ça fait. Le moment, les dossiers qui se perdent, des gens qui envoient tous leurs papiers. Mettons, quelqu'un vient du Mali, il envoie tout son dossier. Puis à quelque part, la machine est tellement rendue éparpillée avec le télétravail en plus, puis tout ça. Ah, ben, on a perdu votre dossier, demandez vos papiers. Là, c'est parce que l'immigrant dit: «Moi, là, le pays, là-bas, il a fallu que je paye, je ne sais pas combien pour avoir des papiers, puis je ne peux pas leur demander, puis je ne peux pas retourner là-bas chercher des papiers, c'est impossible.» Fait que, anyway, ça, c'est tout ça pour vous dire que l'immigration, on en a besoin, mais de façon ordonnée, comme on avait avant, puis ça allait très bien, puis c'est ce qu'il faut ramener. On a, veux pas, on est les voisins des États-Unis, donc la politique américaine, on la suit beaucoup. La politique américaine est très spectaculaire avec Donald Trump. L'enjeu de l'immigration a été un gros enjeu de leur côté. On se rappellera tous They're eating the cats, they're eating the dogs, puis la fameuse phrase qu'il a dit carrément en débat. Ouais. On avait un problème aux États-Unis d'immigration illégale. On parlait jusqu'à 20 millions d'individus dans certains cas. Est-ce que ce problème-là est existant au Canada ou est-ce qu'on a réellement un problème d'immigration illégale ou c'est un problème tout autre, un peu administratif, comme vous venez de décrire? On a, je sais qu'il y avait à un moment donné 1 million d'immigrants. Il y avait à un moment donné 1 million d'immigrants qui étaient des statuts nébuleux, qui n'étaient pas vraiment au courant. Mais au-delà de ça, je sais que pour le Québec, dans les derniers chiffres que j'ai eus il y a quelques mois, on parlait de 30-35 000 personnes qui sont sur le territoire, qui étaient des demandeurs d'asile, qui seraient refusés, puis qui là sont illégaux. Fait que là, ils sont nulle part. Fait que là, ça devient des sans-papiers, travail au noir, on ne sait pas ce qu'ils sont, puis il n'y a pas de ressources pour les trouver, puis les arrêter, puis les expulser du pays. On a, Fait il y qu'on a parle de 30-35 000 personnes environ? ouais, qu'il y avait dans les derniers chiffres que j'ai vus pour le Québec. Au niveau canadien, on augmente ça plus autour de 50-60 000, là. Mais il reste qu'il y a 160 000 actuellement demandeurs d'asile encore à traiter. C'est pour ça la longueur du traitement des dossiers fait en sorte que quand les dossiers sont traités, quand la demande est acceptée, bon là, ils vont dans le processus, mais quand ils sont refusés, là, c'est là qu'il y en a qui disparaissent parce qu'ils ne veulent pas repartir, évidemment. Fait que là, on se ramasse avec d'autres problèmes d'individus sur notre territoire qui ne sont pas contrôlés. Donc, dans le 30-35 000 au Québec. Là-dedans, il y avait des cas aussi, il y a des cas des fois de personnes qui avaient des dossiers criminels à l'étranger, que c'est des individus dangereux. Fait que je ne veux pas créer de panique, là, mais il reste que c'est une réalité. On a des cas de personnes qui venaient de différents pays, d'Amérique du Sud ou d'Afrique, puis qui étaient des criminels dans leur pays, qui ont réussi à s'emmener ici, puis qui là, ils se sont sauvés. Fait que ça, c'est des enjeux importants. Mais c'est sûr que la réalité canadienne est très différente de la réalité américaine. Eux autres, là, ça a rentré à coup de millions. Là, quand vous parlez de 20 millions, moi, j'avais eu le chiffre à un moment donné de 13 millions. 13 millions d'illégaux sur le territoire américain, c'est du monde. Nous autres, on a notre réalité est plus au niveau de la capacité d'accueil. Le problème majeur, ça a été la capacité d'accueil au Québec, entre autres, de dire les écoles, tu es obligé de créer des classes pour puis la francisation. Puis là, à un moment donné, tu as des gens qui débarquent ici, puis tu n'es pas capable de les héberger. Là, tu as le coût du logement qui augmente. Là, tu as des familles comme ça qui se ramassent à 12 dans un appartement. Parce que c'est une réalité qu'on ne veut pas vivre, qu'on n'aime pas vivre. Puis c'est pour ça il faut gérer davantage, mais quand on parle d'immigration, c'est sûr que la comparaison avec les Américains est totalement différente. Et dans le même message aussi, quand M. Trump a commencé à nous accuser de mal gérer, parce qu'il y a des gens qui traversent la frontière du Canada vers le sud,
d'accord avec lui, mais on parlait d'une quinzaine de mille à ce moment-là, quand il a commencé à en parler. Des gens qui arrivent de l'Inde, qui s'en viennent au Canada avec un visa pour voyageurs, puis qui là, ils essaient de traverser aux États-Unis pour rejoindre leur famille là-bas. C'est un problème, mais de l'autre côté, du côté du Mexique, on parle de 1 million, je pense, par année de personnes qui traversent aux États-Unis. C'est une autre réalité totalement. Et en même temps, je pourrais dire à M. Trump, oui, il y en a peut-être 15 000 qui traversent, mais c'est à vous de les intercepter parce que de notre côté, on en a eu 160 000 qui ont rentré au Québec. Là. Fait que c'est qui arrivaient de chez vous. Vous auriez pu les empêcher de partir des États-Unis et s'en venir au Canada. Là. Fait que, mais de toute façon, c'est tout ça pour dire que l'immigration aux États-Unis est complètement différente. Mais ici, il faut quand même renforcer, ramener une gestion beaucoup plus efficace. Un autre des héritages si on peut dire comme ça, de l'administration Trudeau / maintenant M. Carney. Au début, on pensait que c'était une blague, là, les histoires de wokisme de Justin Trudeau, là, People Kind, puis ce genre de trucs-là. Au début, on en riait, on disait c'est une blague, ça, il fait un numéro, il est en train de faire de l'humour ou je sais pas trop. Mais rapidement, on s'est rendu compte que ça s'est incrusté un peu partout au Canada, là, jusque dans les villes. Puis il y a un truc que vous parlez dans votre plateforme, c'est les universités. Vous dites que l'attribution des fonds fédéraux, parce qu'on le sait, là, les chaires de recherche, ce genre de choses-là, les bourses, il y a beaucoup d'argent qui vient du fédéral dans les universités. Peut-être nous expliquer votre position là-dessus, parce que dans les dernières années, là, ça a carrément explosé, ce genre de truc-là. Là. Programme spécial, comme si t'es blanc, tu parles français, ça risque d'être compliqué là, d'avoir accès à ce genre. On en a vu, là, il y en a eu plein dans l'actualité, des choses qui sont sorties sur ça. Là. Donc, c'est quoi la position des conservateurs par rapport à ça? Nous, tout ce qui est programme woke, d'obliger d'avoir, il y avait un article dans le Journal de Québec, je pense ce matin, d'une chronique, là, je ne sais pas si c'est Martineau ou un autre, qui parlait justement de ça à McGill, un chercheur de renommée mondiale qui, là, fait des recherches sur le laser avec, je ne sais plus exactement quelle chose qu'il fait avec, là, mais son équipe, là, il s'est fait dire qu'il n'y aurait plus de financement parce qu'il n'y avait pas assez de diversité de femmes ou de trans, de bi, bon, tout ce qui touche autour de ça, dans son équipe de chercheurs. Mais là, il dit, voyons, mais c'est parce que là, moi, mes chercheurs qui sont là, c'est les meilleurs au monde, puis on fait des travaux très spécifiques, puis lui-même, c'est quelqu'un qui est je pense, d'origine indienne, là, je veux dire, il est pas, mais son équipe n'était pas assez diversifiée selon les critères du gouvernement du Canada, donc l'Université McGill dit, on ne peut plus financer des travaux de recherche. Fait que là, ça, là, c'est complètement ridicule. On le dit depuis longtemps, puis ça fait partie justement de notre plateforme, ce qui a été annoncé par Pierre Poilievre dans les 15 points. Les grandes universités comme Laval à Québec, McGill, Concordia, qui ont du financement de recherche, c'est pas vrai que tu vas mettre des critères woke comme ça, puis obliger des équipes de recherche à avoir une diversité. Ce qu'on veut, nous, c'est d'avoir les meilleurs, peu importe l'origine ethnique, le sexe, ça n'a aucune importance. C'est les meilleurs que ça prend. Et d'empêcher surtout ce qu'on a vu dans quelques histoires, c'est que des spécialistes, parce qu'ils étaient blancs, hommes blancs, étaient refusés. Ça, là, c'est inacceptable. Puis nous autres, on rejette ça totalement, cette façon de voir, de faire. Et ça, effectivement, les libéraux ont amené ça de façon massive, autant au niveau des universités, des programmes de recherche, la fonction publique fédérale, les forces canadiennes. Vous savez, le code vestimentaire qui a changé à un moment donné, là, que tout le monde parle des cheveux longs, du cutex, là, puis à un moment donné, là, tu peux défendre, tu peux concevoir, dire oui, il y a une communauté gay, BGT, bon, qui ont été harcelés dans des années. Oui, c'est vrai. Puis il faut empêcher ça. Puis il faut dire, attaquez-vous pas une personne parce qu'elle est homosexuelle. Ça n'a pas d'affaire à faire ça. C'est clair. Mais de faire des programmes fédéraux et d'obliger d'avoir de la diversité tout le temps comme ça, puis d'exclure des Blancs parce qu'ils sont Blancs, là, ça ne fonctionne pas. Là. Nous, on est vraiment dans le concept de dire les meilleurs ont la place, that's it. Peu importe ton origine, ton orientation sexuelle, on s'en fout. Tu es le meilleur chercheur en bio, je ne sais pas quoi, tu vas avoir la job, tu vas être là, puis tu vas venir faire progresser la recherche. C'est ça notre objectif. Et c'est pour ça que les programmes fédéraux, on va enlever ces critères-là. On va dire que le meilleur ou le meilleur soit là, puis that's it. Au niveau de la fonction publique, on le sait, il y avait une réduction de la fonction publique sous les années Harper-Flaherty. Et depuis Justin Trudeau, ça a explosé. La fonction publique, on parle de plus de 100 000 personnes au niveau fédéral qui ont été réembauchées. Pas réembauchées, mais qui ont été embauchées au fil du temps.
c'est coûteux. Ça coûte un bras et une jambe, cette affaire-là. Vers où s'en va la fonction publique sous les conservateurs? Est-ce qu'on va revoir des mises à pied? Est-ce qu'on va revoir une attrition du côté de la fonction publique? Parce que ce qui est fou, moi, ce que j'ai trouvé vraiment spectaculaire, c'est que si tu as à dealer avec le gouvernement fédéral, on sait tous les problèmes qu'il y a eu au niveau du transport, pas du transport, mais des passeports. On sait tous les problèmes qu'il y a eu au niveau de l'immigration, évidemment. N'importe quel entrepreneur qui a à téléphoner avec Revenu Canada sait que c'est le bordel, puis c'est des temps d'attente hallucinants pour parler à quelqu'un de leur côté. Le service à clientèle a diminué énormément. On sait qu'il y a beaucoup de critères EDI dans l'embauche des fonctionnaires également. Donc, vers où s'en va la fonction publique sous les conservateurs? On sait que le gouvernement fédéral a toujours eu plus de flexibilité pour supprimer des postes qu'un gouvernement provincial, par exemple, que les syndicats sont très forts. Comment les conservateurs vont dealer ça dans l'avenir? OK. Bon, probablement, il y a deux problèmes. Le problème, c'est qu'effectivement, la fonction publique a augmenté de 40 là, dans les 10 dernières années, qui ne fait aucun sens parce qu'on dirait qu'ils ont fait une embauche massif, mais en étant incapables de gérer ce personnel-là, comme je disais tantôt, les dossiers d'immigration qui se perdent, les gens sont en télétravail un peu partout, il n'y a pas de cohésion de travail, donc tu as énormément de fonctionnaires mal gérés. Donc, la gestion des équipes se fait de façon chaotique. Nous, ce qu'on veut faire, là, les gens ont été engagés. À un moment donné, là, les gens qui ont été engagés se disent hey, je vais perdre ma job. Les fonctionnaires débarquent, les conservateurs débarquent quand je vais perdre notre job. Là, ce que M. Poilievre a dit, écoutez, l'autre problème, c'est que là, tu as une fonction publique massive, tu as des emplois qui ont été créés dans le gouvernement, mais de l'autre bord, tu as 21 milliards par année donnés à des firmes de consultants. Fait que les libéraux ont fait deux affaires en même temps. Ils ont augmenté la fonction publique, puis ils ont plus que doublé des contrats des firmes de consultants pour se faire dire comment gérer l'administration publique. Fait que là, comment tu fais pour avoir plus de monde, puis avoir encore plus de consultants en même temps pour te dire comment faire ta job des gens que tu as engagés. Fait que ça, ce qu'on va faire, fonction publique, ça va faire comme on l'a fait dans le temps avec M. Harper, par attrition. On va y aller. Là, on va dire qu'il y a des postes. Premièrement, il faut tout revoir la structure du gouvernement parce que c'est tout croche, là. Mais il va y avoir des postes qui sont. Les gens vont partir à la retraite, ça ne sera pas renouvelé. Il n'y aura pas de renouvellement. On va rediminuer la fonction publique pour la ramener à un seuil qui est normal, qui est efficace. Puis de l'autre côté, on va drastiquement couper les contrats à des firmes de consultants qui sont là, payés des centaines de milliers de dollars pour faire des espèces d'études qui vont dans un fond de tiroir, là, qui ne servent à rien. Donc, la fonction publique, réorganiser, être plus efficace, faire leur job, puis que justement, pour pas, comme ça m'est déjà arrivé moi-même, j'avais pris un petit peu trop de REER. Là, j'ai appelé parce que je recevais des avis que ça ne marchait pas. 25 téléphones pour appeler un fonctionnaire, puis que ça juste un message enregistré, puis ça raccroche, puis ça raccroche, puis ça raccroche. Puis je dis, OK. J'ai dit, comment qu'on fait pour régler un problème? Puis là, les citoyens qui vont à Service Canada, ils se font dire, ben, nous autres, on ne peut rien faire, il n'y a pas personne au bureau ici, parce que tout le monde est en télétravail. Ils disent, allez voir votre député. Bon, on a du monde qui vient de nous voir parce qu'ils ne sont pas capables de parler à des fonctionnaires de Service Canada pour se faire répondre à leurs problèmes. Fait que, tu sais, là, les gens qui sont là, qui ont eu une job au gouvernement, ils méritent leur job, ils ont été engagés, les autres, ils ont appliqué, c'est leur travail, fine. Mais de l'autre bord, nous, on a à revoir, c'est ça. Les contrats sous-traitants, on va couper ça drastiquement. Puis de l'autre côté, on va s'assurer que la fonction publique, soit avec attrition, on va couper parce que c'est beaucoup trop gros. Là. Je pense qu'on est rendu à 350 000 fonctionnaires au fédéral. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, puis ça ne rend pas le service, justement, comme les passeports, puis le Revenu Canada. Si au moins l'immigration, si ça fonctionnait bien, tu dis, ouais, OK, finalement, il y a plus de monde, ça va mieux, mais c'est le contraire, il y a plus de monde, ça va moins bien que ça allait avant. Fait qu'il y a quelque chose qui, dans la structure, ne fonctionne pas. Mais on va commencer par attrition, c'est ça notre position, mais comme je vous dis, on va aller économiser de l'autre côté avec les contrats aux sous-traitants. Un des gros sujets, je pense, qui a amené la popularité de Pierre Poilievre dans les 2 dernières années, je dirais, là, depuis qu'il est devenu, même depuis qu'il est devenu chef, c'est il a multiplié les sorties sur la crise du logement au Canada. Donc, la difficulté pour les jeunes d'avoir accès à une propriété, puis pour les gens qui veulent un logement, de louer un logement. Là, on l'a vu, le coût moyen pour un logement au Canada, je pense, a doublé depuis l'arrivée des libéraux. Là, je pense que vous n'en parlez pas directement dans la plateforme Québec. Il n'y a peut-être pas encore d'annonce, là, mais j'imagine que ça va être un sujet pour les prochaines semaines. Là. C'est quoi la position des conservateurs par rapport à ça? Ben, je pense ça explique votre succès auprès des... Tu sais, avant, on disait les plus vieux votent conservateurs, les plus jeunes sont plus à gauche. Là, c'est comme si tout est en train de s'inverser, on dirait. Là. Ouais. On le voit, là, un des groupes d'âge où vous êtes le plus populaire, en tout cas au Canada anglais, c'est
Ça se vérifie dans plusieurs sondages. C'est dans le 18-34. C'est quoi qu'on peut s'attendre des conservateurs par rapport au logement, l'habitation? Mhm. Le logement, effectivement, les jeunes ont besoin d'espoir parce que là, ils se disent, on n'a pas d'espoir. Je regarde mon gars de 21 ans qui regarde, OK, si je veux un condo ou une maison un jour, là, comment je vais faire? Fait que ça, c'est sûr et certain qu'il y a un enjeu majeur là. Et Pierre Poilievre, effectivement, a travaillé depuis 2 ans et demi vraiment sur le terrain à, premièrement, dire oui, il y a un problème, puis un problème qui a été causé par un paquet de facteurs, dont la gestion des libéraux désastreuse. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a la mesure du fameux 5 qui en est une, mais avant d'enlever la TPS sur l'achat de maison neuve, ça, c'en est une. Mais si on remonte il y a 1 an, à peu près, 1 an et demi, ça ne s'est pas parlé de nulle part. Je n'ai jamais entendu parler personne de ça. Pierre Poilievre a déposé un projet de loi à Ottawa, un projet de loi de 32 pages, en 4 parties très claires. Puis là, dans son projet de loi, c'est défini clairement qu'est-ce qu'on va faire pour le logement, OK. pour la construction. Il y a l'APCHQ qui l'a vu, qui a dit que c'est un très bon pas dans la bonne direction. Même au comité des finances, je leur ai fait dire, ils ont confirmé ça. Mais médiatiquement, personne n'a jamais parlé de ça. Moi, je me promenais, à un moment donné, je faisais des consultations avec des constructeurs de condos, de logements, puis je traînais le projet de loi, puis je leur disais, êtes-vous au courant de ça? Non. Là, je leur parlais de ce qu'il y avait là-dedans. Ils disaient, voyons non, ça, on n'est pas au courant de ça. Ben, c'est même la politique. Là. Fait que Poilievre, là, il a déposé le projet de loi. Là, je pense que c'est le 329, là, mais j'ai un petit blanc de mémoire sur le numéro. Mais C'est quoi les grandes lignes là-dedans? Oui, ben c'est ça. Quand on a parlé à un moment donné, ça se parlait de couper les villes, de couper le financement aux villes qui ne construisaient pas assez. Fait que dans son projet de loi, il a identifié 10 grandes villes, comme Montréal, Gatineau. C'est là que le mot incompétent est sorti, je pense, pour Valérie Ouais, Plante. dans ce temps-là, dans cette période-là. Là. Fait que là, ce qu'il a mis avec des formules mathématiques très claires, même des calculs mathématiques dans le projet de loi, c'est de dire les villes qui performent, qui vont dépasser le seuil, ils vont avoir des bonus au niveau du financement fédéral. Puis s'ils ne performent pas, ils vont se faire couper. Mais ça touche 10 grandes villes au pays. Ce n'est pas l'ensemble des villes au Canada, puis au Québec, puis tout ça. Mais par contre, fait que les 10 grandes villes comme Montréal, Gatineau, eux autres peuvent se faire pénaliser. Mais les autres villes, s'ils performent, exemple Trois-Rivières, Sherbrooke, Chicoutimi, ben, ils vont avoir plus de financement. Fait que là, nous, il y a des mesures très claires, très calculées d'incitatifs aux villes pour les infrastructures municipales, pour développer davantage. Donc, on a plus de logements, on vous donne encore plus d'argent. Ça, c'est une chose. La SCHL, Société canadienne d'habitation et de logement, c'est une organisation qui octroie les permis. C'est très bureaucratique, très lourd. Ça prend beaucoup de temps. Des entrepreneurs qui attendent pour les autorisations. Fait que ça, dans le projet de loi de Pierre Poilievre, c'est très clair, très spécifié. Puis là, ben, c'est sûr qu'on ramène le fait de tasser les incompétents. Fait qu'il dit dans la CHL, qui est un organisme qui relève du fédéral, s'il y a du monde qui sont incompétents là-dedans, qui ne font pas leur job, ils vont être clairés. Après ça, surtout, le point, c'est que les demandes de permis, d'autorisation, il faut que ça prenne un maximum de 60 jours. Il n'y a pas question d'attendre 3 ans. Il faut que ça rentre dans 60 jours. Puis si ça ne marche pas, il faut que tu aies des maudites bonnes raisons d'expliquer pourquoi ça ne marche pas. Fait que, il y a beaucoup d'éléments comme ça sur le financement, sur la CHL et d'autres mesures, comme je vous dis, il y a 32 pages détaillées pour comment augmenter la construction domiciliaire. Et là, il faut trouver, quand tu as plus d'offres aussi, tu baisses les prix. C'est parce qu'à un moment donné, si tu n'es pas capable de construire et que tu n'as pas beaucoup d'offres, ben, à un moment donné, ton prix est plus cher. Fait que c'est ces facteurs-là qui rentrent en jeu. Fait que nous, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue fédéral? C'est de trouver des moyens, des incitatifs qui vont faire en sorte que ça va accélérer la construction. Après ça, ben, les provinces ont leur bout à faire, mais nous, on a vraiment des propositions comme ça. Je ne sais pas si M. Poilievre va le ramener en campagne, ce projet de loi-là, mais c'était déposé, c'était à la Chambre des communes, mais ça n'a pas été discuté, personne n'en a parlé. Tout ce que les médias disaient, ou les libéraux surtout, les libéraux disaient, Poilievre, quand il était ministre, il y a 15 ans passés, il a construit juste tant de logements, puis c'était la réponse de Jean-Yves Duclos régulièrement à chaque fois qu'on arrivait avec des mesures. On se faisait rabouer des niaiseries, mais moi, j'étais là, comme je vous dis, l'APCHQ, tout ça, ils ont dit, waouh, ça, c'est une bonne idée, c'est un bon pas vers l'avant que M. Poilievre fait là. Intéressant. Écoutez, je pense que ça achève tranquillement l'entrevue de notre côté. Mais au niveau des logements, il y a le fédéral, il y a le provincial, il y a le municipal. On sent que c'est difficile au niveau municipal dans des villes comme Montréal.
Quand Valérie Plante, justement, s'est offusquée d'avoir été traitée d'incompétente par Poilievre, moi, sérieusement, c'est quelque chose qui résonnait dans ma tête. Je veux dire, enfin, quelqu'un qui le dit. C'est pas normal qu'à Montréal, on n'est pas capable de construire plus de logements. L'Institut économique de Montréal a même démontré qu'il y avait facilement 26 000 unités qui auraient pu être construites de manière supplémentaire, qui ont été littéralement bloquées par la ville à ce moment-là. Votre seul levier reste quand même le financement. C'est à peu près le seul levier que vous avez, malheureusement, au fédéral. Mais est-ce que vous sentez que le discours commence à changer, justement, dans les provinces avec des François Legault, qu'on commence à accorder plus d'importance au logement, vu que Pierre Poilievre a été un peu l'initiateur du mouvement au Canada? Absolument, absolument. On l'a senti vraiment. Où il y a des gens qui ont dit M. Poilievre de traiter le maire de Québec, la mairesse de Montréal d'incompétent, ça se fait pas, ça se dit pas. C'est vrai qu'il y a des façons, des fois, peut-être, on peut le dire différemment, mais il reste que les faits étaient qu'il y avait un problème. Il y a un problème, justement, avec Montréal. Là, 25 000 logements qui n'ont pas été bâtis parce que Montréal bloque tout. Quand je fais des rencontres table ronde avec des entrepreneurs de Montréal, puis ils m'expliquaient ça, comment ça fonctionnait. Les gars, ça n'a pas de bon sens. Là. On ne peut rien faire. Il n'y a rien qui avance. Fait que là, toutes les grandes toutes les les structures administratives des différents paliers, c'est tellement lourd qu'il n'y a rien qui bouge. Puis là, effectivement, quand M. Poilievre a commencé à brasser, là, ça a shaké. Honnêtement, on l'a vu, on a vu des administrations municipales dire OK, il faut qu'on se réveille, tout le monde, là, puis de faire marcher ta machine. Fait que chaque ville, faites marcher votre machine administrative, là, puis il faut que ça débloque, il faut que ça bouge, puis qu'on avance, qu'on avance. Fait qu'on est là-dedans, puis on l'a senti effectivement qu'il y a un mouvement qui s'est installé d'arrêter de s'enfarger d'un fleur de tapis. On peut-tu bouger? Ça presse, il y a du monde, puis ils ont besoin de logement, puis il faut que ça coûte moins cher. Fait que let's go. Fait que ça, c'est un mouvement que nous, de notre côté du fédéral, si on peut faire une part d'inciter un déblocage, puis après ça, les provinces, puis les municipalités, puis à la fin, l'objectif commun, on devrait tous travailler dans le même sens. On devrait tous arriver à dire, on arrive à un objectif commun, que les gens aient des loyers ou des maisons à un prix qui a de l'allure, puis qu'on paye moins cher d'épicerie, moins cher de gaz, puis qu'on vive correctement avec nos enfants. C'est juste ça qu'on veut dans la vie, dans le fond, vivre une vie qui est plaisante, puis qui a un coût qui a de l'allure, qui fit avec les revenus qu'on a dans la vie. Absolument. C'est juste ça. Oui, absolument. Écoutez, il reste deux sujets là, parce que le temps va nous manquer dans quelques instants, mais deux sujets sur lesquels j'aimerais vous entendre, parce que je pense que c'est deux choses importantes. Un qui est l'énergie. Donc, vous avez parlé de GNL Québec, les ressources naturelles. Donc, on sait qu'on a eu un gouvernement, là, et même à un moment donné, Stephen Guilbeault qui disait qu'il ne fallait plus faire de route au Canada. Là. Donc, je ne sais pas comment, eux, dans leur tête, on va être 100 millions de personnes au Canada à un moment donné, mais il n'y aura pas de nouvelles routes, pas de nouvelles villes, pas d'appartements qui vont se construire, pas rien. Donc, peut-être un mot sur l'énergie, puis aussi un mot sur un sujet qui est peut-être plus traditionnel aux conservateurs, c'est la sécurité, la lutte à la criminalité. J'ai vu que vous aviez fait une annonce sur, on parle de prison à vie là, pour les gens qui sont coupables de trafic de fentanyl, par exemple, et de différentes offenses. Là. Donc, peut-être ces deux sujets-là, parce que je pense que c'est important de le traiter. Donc, sécurité et énergie. OK. Au niveau de l'énergie, premièrement, tout ce qui est pipeline de gaz naturel, de gaz liquéfié, de pétrole, à un moment donné, on a eu la saga en 2014-2015 d'Énergie Est, que personne ne voulait rien savoir d'un pipeline. Ça a fait tomber le projet. Mais là, aujourd'hui, je pense que les gens ont réalisé que finalement, le pétrole de l'Alberta s'en va aux États-Unis jusqu'à Houston, puis il remonte en haut, puis il revient ici au Canada. Fait que le raffinage se fait aux États-Unis, puis les Américains, puis ils achètent ça à bas prix, puis ils nous le revendent plus cher après. Fait que là, il y en a qui ont dit, ouais, OK, c'est bizarre un peu, ça ne fonctionne pas. L'autre côté, c'est les ressources naturelles du pays. Alors, on se prive de nos propres ressources naturelles et la vente à l'étranger de nos ressources naturelles. Fait que ce qu'on a dit, les projets, bien entendu, que c'est des projets qu'il faut qu'ils viennent du privé. Ce n'est pas le fédéral, ce n'est pas le gouvernement qui fait un projet. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est de mettre les conditions positives, favorables à un projet. Donc, Pierre Poilievre, ce qu'il a annoncé, c'est qu'on va délimiter des zones, je pense que c'est son annonce de la journée, des corridors énergétiques, délimiter des territoires, des zones qui vont déjà être des analyses environnementales, tout va être préparé d'avance. On va dire, voici un corridor, tout est prêt, tout est approuvé avec les Premières Nations, avec au niveau de l'environnement. Puis là, s'il y a une compagnie qui débarque, qui dit, regarde, j'ai un beau projet, mettons GNL Québec, on voudrait recommencer GNL Québec, parfait, le territoire va être déjà prêt à accueillir un projet, puis ça va accélérer énormément les choses. Donc, nous, on est là, on dit, on facilite
la préparation. Après ça, ben, les compagnies qui débarquent, qui disent on veut faire un projet, voici le terrain prêt. Les ressources de pétrole, de gaz, au niveau également des mines, ça prend 20 ans actuellement avoir un permis pour exploiter une mine. Ouais. Ça, Pierre Poilievre dit on va passer à hache dans toutes ces procédures-là pour Très bon accélérer. vidéo sur le Ring of Fire, d'habitude, Ouais. justement en Ontario. Je pense que c'était quand même assez spectaculaire ce que vous avez fait de ce côté-là. Exactement. Je pense que là, les gens ont réalisé, puis souvent, les gens, comme le Bloc québécois, disent au Québec, tout le monde est contre ça, les pipelines. Mais c'est parce que les sondages démontrent que 70% au moins des Québécois, ça, c'est la majorité, ça, qui disent oui, on est d'accord si ça peut nous amener notre propre pétrole, si le pays peut faire de l'argent en vendant le pétrole étranger, puis qu'on aura plus d'argent comme pays, on pourra, c'est la Norvège ou la Finlande qui sont électriques à 100%, mais ils vendent leur pétrole. Donc, ils font de l'argent. Puis, c'est la Norvège, c'est ça. Donc, il y a moyen de penser différemment puis de penser positivement avec tout ça. Votre deuxième question? C'était sur la sécurité, les annonces concernant le fentanyl, les peines de prison, tout ça, parce qu'on sait que je pense que les Québécois aussi même sont assez sensibles à ça. Là, on voit à tout bout de champ des trucs dans les journaux de gens qui ont des peines de 8 mois de prison pour des affaires qu'on pensait que c'était la prison à vie finalement. Là, que on ne sait pas trop ce qui se passe là, avec la justice. Là. J'ai moi-même été très impliqué là-dedans. J'étais porte-parole de sécurité publique pendant 3 ans. Les libéraux, les dernières années, ils ont déposé ils ont fait passer 3 projets de loi majeurs là, qui ont un impact direct sur la sécurité. Le projet de loi C5, ce qui fait en sorte qu'il y a des criminels accusés de crimes graves, comme agression sexuelle grave, il y en a une longue liste, là, qui avant allaient en prison, maintenant peuvent avoir des peines à la maison, ce qu'on appelle les peines Netflix. On a eu ça, l'objectif de ça, c'est qu'il disait qu'il y avait trop de gens de groupes racisés, noirs, autochtones en prison. Fait que ça a commencé de même. Fait que là, quand je posais des questions en Chambre des communes, on me traitait de raciste. Ben là, ça a fini qu'ils ont passé leur loi. Puis la première personne au Québec qui est arrêtée, puis qui a eu une peine Netflix, c'est un Blanc qui a fait une agression sexuelle grave contre son ex, puis qui s'est ramassé à la maison mort de rire. Fait que ça a commencé de même. Il y a même un procureur de la Couronne qui a fait une sortie. Normalement, ils font jamais ça. Un procureur de la Couronne qui a sorti publiquement pour dénoncer ça, comment c'est dégueulasse. L'autre loi, c'est la loi C-75. C'est une loi qui fait en sorte que là, tu te fais arrêter, dans la même journée, tu es libéré. Tu as une libération là, automatique. C'est comme Pierre Poilievre le dit souvent, il n'y a pas tant de criminels violents, mais le peu qu'il y a sont très actifs. Mais avec cette loi, ça fait en sorte qu'ils rentrent, ils sortent là, dans la même journée. Puis, ça fait que tout ce qui est gang de rue à Montréal, peu importe l'origine ethnique, on s'en fout. Là, je veux dire, sont toutes, depuis que ces lois-là sont en place, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont aucune crainte de se faire arrêter. Et ceux qui finissent par se faire arrêter puis allant dedans, là, tu as la 3e loi, la C-83, qui a changé la gestion des pénitenciers. Fait que là, maintenant, dans les pénitenciers, tu avais le trou qu'on appelait. À un moment donné, tu disais quand un criminel en dedans faisait de quoi, il agressait un autre, on l'envoyait au trou pour aller se calmer, pour sa protection et la protection des autres et pour remettre de l'ordre. C'était enlevé, ça n'existe plus, ça. C'est rendu des unités structurées, d'intervention structurée avec des travailleurs sociaux. Puis là, fait que j'étais allé à Donnacona il y a 3 semaines. Les gars de Donnacona, le syndicat m'ont invité. Ils ont dit venez voir ça, M. Paulus, comment ça se passe. Ça n'a plus de bon sens. Fait qu'en dedans, les prisonniers qui sont les pires, il y a des meurtriers, il y a toutes sortes de monde là-dedans. Là, finalement, au lieu d'aller dans le trou comme avant, ils s'en vont dans l'unité structurée. Puis là, ils se promènent. Puis là, tu vois des bureaux, des travailleurs sociaux. Puis là, ça jase. Puis là, les gars sont morts de rire. Ils font ce qu'ils veulent. La drogue, le gouvernement fournit les seringues pour qu'ils s'injectent de la drogue qui rentre illégalement par les petits drones, par les fenêtres ou par des gens qui sont capables d'en rentrer. Fait qu'ils s'injectent de la drogue rentrée illégalement en pénitencier avec les seringues fournies par le gouvernement. Fait que la criminalité, là, le code criminel a été affaibli. Fait que ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les criminels sont morts de rire. Là, ce qu'on annonce, nous autres, c'est vraiment là, d'aller chercher les pires trafiquants de fentanyl, par exemple, comme l'annonce qui avait été faite. Je ne vais pas me tromper, mais si quelqu'un est pris avec 4 grammes de fentanyl, tu peux tuer, je pense que c'est 25 personnes avec ça. C'est dangereux un calvasse. C'est épouvantable. Fait que là, le point, c'est que si quelqu'un trafique du fentanyl, tu as dans tes mains quelque chose qui tue des gens. Là, parce qu'au Canada, il y a 60 000 personnes qui sont mortes d'overdose causées par le fentanyl. C'est plus que le nombre de soldats qui sont morts de la Deuxième Guerre mondiale. Là. Fait que là, on a des peines majeures là-dessus. Trafic d'armes. On a des armes à feu. Les libéraux font juste s'attaquer aux tireurs sportifs, aux chasseurs qui ne créent pas de problème, au lieu de s'attaquer aux criminels. Nous, ce qu'on dit, OK, les trafiquants d'armes,
Si tu trafiques, je vais me tromper de chiffre, là, je pense que c'est 5. 5 armes à feu, ça va être 10 armes à feu. Si tu trafiques 10 armes à feu, peine de prison à vie. Il y en a qui vont dire, vous êtes des malades. Ouais, mais c'est parce qu'il y a des 10 armes à feu qui ont été trafiquées. Ils peuvent tuer combien de monde? Là? À un moment donné, il faut que tu ailles à la source. Quand tu vas à la source, ben c'est ça, tu vas chercher les trafiquants d'armes, les trafiquants de drogue. Puis quand tu les interceptes, tu les accuses, là, tu donnes des vraies peines et pas dans le mode des peines Netflix qu'ils ressortent dans le même journal 2 jours après avoir écouté 2 films, là, puis qu'ils recommencent leur trafic. Donc, on a vraiment il y en a qui vont dire les conservateurs encore, là, tough on crime. Ben, écoute, je pense que les 10 dernières années ont prouvé que l'approche libérale là, de vider les prisons, moi je l'ai vu, là, commission de libération conditionnelle, de changer tous les commissaires pour mettre des commissaires plus woke, puis le ministre qui dit OK, on vide les prisons, ça n'a pas de sens. De ne pas les mettre en dedans ceux qui le méritent, ben, ça provoque des situations comme on a vécu. On voit que Picturmel, puis sa gang, puis les Hells, puis les gangs de rue à Montréal. Puis nous autres au Québec, ça a monté à violence, même la ville de Québec. Le chef de police me dit à Québec, là, augmentation de violence, violence armée comme on n'a jamais vu. Là. Mais ça, Ben c'est écoute, causé par des. je suis en banlieue de Lévis. Là. Ouais. J'étais à Lévis, c'est un banlieue, un quartier, les maisons entre 400 et 700 000 $ à peu près. Il y en a une qui est passée au feu, puis on entend entre les branches, c'est un cocktail Molotov qui a été lancé par une vitre. C'est ça. Donc, cette violence-là, qui a une augmentation énorme, c'est tout causé par laxisme libéral, causé par une espèce d'idéologie woke encore. Là. Fait donc, que ça, on peut s'attendre donc, en plus de vos annonces, j'imagine qu'on parle de éventuellement l'abolition, modification des 3 projets de loi. Ben, c'est 5, là, justement. Moi, j'ai déposé un projet de loi l'année passée, le C-325, qui revirait C5. Puis finalement, le NPD et les libéraux ensemble ont voté contre. Là, le NPD, eux autres, c'est à côté que les prisons, il y a trop de groupes racisés et compagnie. Là. Mais, puis ils me traitent encore de raciste. Là. Mais il reste que on l'a fait, mais ça n'a pas passé. Mais effectivement, le gouvernement conservateur, Pierre Poilievre, il dit souvent, quand il fait des tournées, il dit le projet de loi de Pierre Paulus, la première affaire qu'on fait en arrivant. Une des premières affaires. Excellent. Ouais, merci, c'était une super bonne entrevue. Des politiques publiques à tonnes. Je pense que vous avez eu la chance d'exposer quand même votre programme. C'était l'objectif de la rencontre. Ouais, merci pour l'entrevue, très intéressant. Puis j'espère que vos auditeurs vont mieux savoir comprendre ce qu'on veut faire, puis que ça soit positif. Parfait. Est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on suit pour les prochains jours pour du côté conservateur, peut-être en terminant? Mais moi, je pense que le message qu'on peut dire, c'est que il y a juste le Parti conservateur qui peut remettre de l'ordre dans le pays pour tous les problèmes qu'on a, et remettre le Canada d'abord, vraiment. C'est les politiques qu'on annonce au niveau économique et au niveau de la justice, de la criminalité. C'est nous autres, les libéraux ont scrappé, on veut ramener ça dans l'ordre de ce qui est demandé par les citoyens en très grande majorité. C'est ce qu'on veut faire et c'est pour ça qu'on doit être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Bonne journée. Bonne journée.